Eh bien, écoutez, bienvenue à tout le monde pour ce dernier webinaire. On va commencer s'entraîner parce qu'il y a beaucoup de choses à partager avec vous ce soir, comme à chaque fois, et on a des super intervenants qui vont nous accompagner. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, s'entraîner. Véro, je te laisse la main pour les petites présentations, et puis on est parti. Alors, comme pour ceux qui nous rejoignent peut-être la première fois, pour les autres, vous avez vu ce slide quelques fois, déjà présenté à GED Montessori Lifestyle et toute l'équipe, donc qui accompagne les établissements en France et en Suisse, pardon, avec l'ensemble de cette équipe de Forever et de passionnés, dont certains sont même en formation ce soir et se connectent avec nous, et que je remercie profondément d'être dans cette aventure et d'être toujours si soutenant et solidaire. Partager aussi avec vous nos partenaires, l'information de nos partenaires. Alors, Senior Montessori qui développe l'accompagnement en Belgique et ce soir qui est représenté par Alexandra. Bien évidemment, Center for Applied Research in Dementia parce que c'est Cameron Camp. Centrum Montessori Senior qui développe en Pologne et dont la représentante est présente avec nous, qui est Monica. Et puis pour le Québec, avec Marc Norris, le Centre Montessori Alzheimer. Juste pour vous montrer que c'est vraiment une communauté mondiale et que notre idée est de partager, de développer et de rayonner un petit peu partout. Alors ce soir, vous l'avez vu, on n'est pas tout seul et un petit peu comme la dernière fois, on va essayer de ne pas trop parler, Véro et moi, et de laisser beaucoup la parole à nos intervenants qui sont venus partager un petit peu leurs expériences autour de Montessori. Donc sincèrement, merci à vous 5 d'avoir accepté de venir témoigner à nos côtés et d'être présents et d'avoir pris du temps alors que vous êtes tous dans vos établissements et que vous avez de telles tâches et surtout dans la période qu'on travaille. Donc sincèrement, merci. Donc pour vous présenter donc Amélie Auchard, qui est la directrice de l'établissement Saint-François de Sales à Capinghem dans les Hauts-de-France, et donc qui partagera un temps de témoignage, et avec une particularité pour Amélie, puisqu'elle a fait partie pendant tout un temps de notre équipe de formateurs avant de prendre la direction de cet établissement. Et Amélie, je te laisse présenter ton établissement, et si tu veux bien dire aussi depuis quand tu as démarré avec Montessori à Saint-François-de-Sales. Alors, oui, du coup, en quelques mots, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis en effet directrice depuis 1 an de l'EHPAD Saint-François-de-Sales. J'y étais auparavant psychologue depuis 2014 et nous avons initié la méthode Montessori, la philosophie Montessori au sein de l'établissement tout début 2016. Donc, le temps que je puisse moi-même me former et ensuite former tous les soignants et tous les professionnels de l'EHPAD. Alors, l'EHPAD Saint-François-de-Sales, c'est un EHPAD de 82 résidents qui a la particularité d'accueillir à la fois des personnes sourdes de naissance et des personnes handicapées vieillissantes. Voilà. Et se mêlent à tout ce petit monde des personnes âgées dépendantes avec ou sans une maladie neurodégénérative. Et du coup, l'enjeu de tout ça, c'est de réussir à avoir un vivre ensemble et à créer des projets ensemble. Et donc, Montessori a été un super booster pour permettre à des projets de se mettre en place et de travailler l'aspect communautaire. Voilà. Merci beaucoup, Amélie. Pour continuer les présentations, donc l'établissement de la résidence du Lac. Merci beaucoup, Grégory, d'avoir accepté de venir témoigner. Grégory est le directeur de l'établissement et ils nous ont fait le cadeau à la résidence du Lac d'avoir aussi le docteur Mathieu Carbonel qui a voulu aussi venir témoigner avec nous. Sincèrement, merci à vous deux. Et puis alors, docteur, c'est top de vous avoir. Et donc, je vous laisse tous les deux présenter votre établissement. Et puis, voilà, si vous voulez bien dire depuis quand vous avez démarré avec nous. Alors, bonjour, donc moi c'est Grégory, je suis directeur de la résidence du Lac depuis 5 ans.
J'ai été sur la résidence infirmier coordinateur avant de passer directeur. C'est une résidence de 52 lits sur la commune de La Bréole, vraiment dans un milieu rural, comme on peut le voir sur la photo. On est à peu près à 30 minutes de toutes les grosses villes qui peuvent nous entourer, donc des villes de plus de 5000 habitants. On a démarré l'accompagnement par la méthode Montessori il y a maintenant 5 ans, où j'ai été le premier à être formé. Peu de temps après ma prise de poste, on a pu démarrer et s'améliorer au fil du temps et améliorer notre accompagnement pour nos résidents, parce que c'était vraiment le but. Sur nos 52 résidents, nous accueillons 52 résidents présentant des troubles cognitifs et relevant généralement soit d'établissements qui n'arrivent pas à garder leurs résidents dans des petites structures qui ne peuvent pas toujours être adaptées malheureusement, ou alors des UHR, et ça nous permet, nous, d'accueillir tout le monde parce qu'on est établissement de plein pied et ça nous permet de faire énormément de choses pour les résidents. Et donc, Mathieu, le médecin de la structure. Bonsoir à tous. Donc, moi, je suis le docteur Carbonel. Je suis médecin généraliste et médecin coordonnateur. J'ai la chance de pouvoir travailler à temps plein dans cette structure depuis maintenant 2 ans. J'ai commencé il y a 3 ans par un temps partiel. Et en fait, j'ai été rapidement attiré par l'état d'esprit tout simplement de cet établissement et l'approche qu'ils avaient. Alors moi, je n'avais aucune connaissance gériatrique et aucune approche sur les personnes âgées présentant des troubles cognitifs. Donc au final, voilà, ça a été vraiment une découverte dans laquelle je me suis lancé complètement, et j'ai eu la chance d'avoir des équipes déjà. En fait, moi, j'ai pris le train en marche, en route, et j'ai découvert un milieu que je n'aurais pas soupçonné, d'autant plus que je côtoyais quand même certains EHPAD, d'autres établissements, et je n'avais pas ressenti ce que je ressentais ici, et c'est ce qui m'a décidé aussi de travailler à temps plein dans ce bel établissement à la résidence du Lac. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Ok. Alors, on va continuer notre petit voyage au sein d'institutions particulières en quittant la France, et on va aller vers la Suisse, où donc travaille Julie Chaland. Julie, elle est infirmière-chef de l'établissement Le Petit César, de l'EMS, l'établissement médico-social Le Petit César, un endroit juste magnifique et sublime avec lequel on travaille maintenant depuis un certain nombre d'années. Julie, si tu as envie d'en dire un petit peu plus sur ton établissement, c'est à toi. Bonsoir à tous. Donc effectivement, je travaille au Home du Petit César, qui est un petit établissement de 20 lits. J'ai grandi dans cet établissement puisque ma maman l'a ouvert il y a 30 ans en arrière, donc j'avais 6 ans. Sinon, la méthode Montessori, on l'a découverte il y a 8 ans. On a tout de suite mis en place passablement de projets. Étant donné que c'est une petite structure, la méthode Montessori a très vite trouvé sa place et les habitants de la maison l'utilisent maintenant au quotidien. Donc, enchantée à tous. Et puis, ça nous semblait impossible de terminer notre cycle de webinaire sans passer par la Belgique. C'est un endroit qui est important pour moi. Et sans solliciter aussi l'équipe qui déploie Montessori en Belgique depuis maintenant plusieurs années. Et donc, on est ravis aussi d'accueillir une digne représentante de l'association Senior Montessori, en la personne d'Alexandra. Alexandra, si tu veux parler un tout petit peu de l'asso, c'est à toi. Bonjour tout le monde. Alors, que vous dire? En effet, Senior Montessori existe maintenant depuis un peu plus de 4 ans. Et on est vraiment une équipe de fêlés, paraît-il, mais ce n'est pas tout à fait le cas. On croit en une vision plus que positive du vieillissement, d'avancée en âge, et on travaille sur différents fronts, dont l'accompagnement et la formation des professionnels, et sur l'accompagnement de projets qui mettent en avant une vision positive du vieillissement. Et merci à vous d'avoir fait appel à nous. Merci beaucoup. Voilà. Ok.
Merci Alex. Alors avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, je vais faire un petit rappel technique. Je pense que ça va aller vite parce que la plupart des personnes sont maintenant familiarisées. On voit la différence avec le premier webinaire. Simplement pour vous rappeler que l'onglet Q&R est là pour vos questions et n'hésitez pas à les remplir au fur et à mesure des interventions. Si vous destinez votre question à un professionnel en particulier, à un de nos intervenants, vous le mettez dans la question. Et puis, on se donnera 30 minutes en fin de webinaire pour des réponses aux questions. Comme à chaque fois, il risque d'y en avoir beaucoup et on ne pourra pas, on en est vraiment désolé, mais sans doute répondre à tout. Et donc, vous avez un petit onglet, un petit signe like, le petit pouce levé, que vous pouvez utiliser pour voter pour les questions qui vous semblent les plus importantes. Et on prendra les questions dans l'ordre, en réalité, de celles qui ont eu plus de votes. L'onglet converser, utilisez-le comme vous êtes en train de le faire pour mettre vos petits mots, vos commentaires. On les suit de près et c'est vraiment agréable. Bon, les paramètres son, normalement, c'est en bas à gauche. Je pense que ça devrait aller là. On a eu des petits mots, mais apparemment, c'est réglé. Et puis, pour rappel, si vous avez des coupures réseau, 2 possibilités. Soit vous faites 1 minute de méditation, de yoga, quelque chose comme ça. Vous faites du zen et vous attendez que ça passe. Généralement, Zoom reconnecte tout seul. Et puis, si vraiment c'est trop compliqué, vous vous déconnectez et vous recliquez sur le lien de connexion et vous devriez revenir sans problème. Et puis, on vous l'a déjà dit, mais les replays seront disponibles bientôt. Je pense qu'on va en parler aujourd'hui. J'en dis pas plus. OK, on a abordé tout ça. Alors, on a choisi un petit peu comme la semaine dernière d'éviter de faire une intervention avec trop de slides, de diapositives. Ce n'était pas du tout l'objectif d'aujourd'hui. Le but aujourd'hui, c'est vraiment de permettre à ces professionnels de partager un petit peu leur vision de la mise en place de Montessori. On vous a présenté plein de belles choses lors des autres webinaires. Il y a des gens qui nous ont eu en formation. Et on a toujours cette question qui arrive très vite. Ah, non, mais c'est magnifique, on veut vraiment ça, ça fait rêver. Mais je ne pense pas que ça soit possible chez nous. Alors, on a différentes versions, on n'a pas assez de personnel. Chez nous, les résidents, ils ont quand même des troupes vraiment beaucoup plus sévères, où la direction ne sera pas d'accord, où voilà, il y a beaucoup de limites qui s'allument dans la tête. Et donc, l'idée d'aujourd'hui, ce n'est pas de dire qu'elles sont fausses, parce que parfois, elles sont vraies, mais peut-être de partager tous ensemble les retours d'expérience, de dire, OK, comment on fait pour mettre en place ce qui est vraiment un changement de paradigme et un changement de vision. Et donc, en préparant le webinaire, on s'est dit avec Véro que ce n'était pas à nous d'en parler. Nous, on a plein de choses à en dire, on est très bavards, vous le savez, sur le sujet. Mais vraiment, encore une fois, merci à tous les 4 d'être là pour partager vos avis. Alors, je vais quitter le partage d'écran et on va revenir tous ensemble. Voilà, c'est plus agréable comme ça. Moi, j'ai envie de vous poser une question très simple pour ouvrir ce webinaire dans son contenu. C'est par quoi vous avez commencé? Je veux dire, comment ont été vos débuts avec Montessori? OK, on suit une formation à la méthode Montessori, notre personnel suit une formation à la méthode Montessori. Et puis, quelles sont les premières étapes? Quels sont les éléments clés qui vous ont aidé vraiment à débuter et à enclencher ce changement de paradigme qui semble parfois hyper vertigineux pour certains? Voilà, je ne sais pas qui a envie de prendre la parole en premier sur ce sujet, de raconter un petit peu par quoi vous avez commencé. Alors moi, je veux bien commencer. Ouais. Donc, pour notre part, ça a été tout d'abord une curiosité. Il y a un des EMS du canton qui était actif dans l'application des principes Montessori. Donc, ça a commencé par aller suivre une formation, quelques personnes de l'institution, on était des représentants des différents secteurs, et puis c'était d'aller découvrir un petit peu qu'est-ce qu'étaient ces outils Montessori, est-ce que ça nous correspondait, est-ce qu'on avait envie de démarrer avec cette méthode. Ensuite, une fois qu'on a fait cette formation-là, on a évidemment eu passablement d'idées. Ces idées, soit c'était des choses qui nous étaient présentées à la formation, ou c'est qu'on a simplement appliqué ce qu'on avait déjà vu, mais ensuite, on a rapidement su qu'il fallait s'approcher des habitants de la maison et leur demander en fait qu'est-ce qu'ils avaient envie de changer. Et une des questions assez importantes et qui amène à plein d'idées de projets, c'est simplement de leur demander si vous aviez aujourd'hui une baguette magique, qu'est-ce que vous auriez envie de changer dans votre quotidien. Et là, on voit que très très vite, notre liste s'allonge grandement. Ce qui est compliqué ensuite, c'est de trier toutes ces idées de projet et de mettre des priorités.
Alors chez nous, on est en Suisse, donc il y a le vote qui est assez établi dans notre culture. Donc les projets ont été choisis par votation. Concrètement, mettre en place Montessori dans sa maison, c'est pas compliqué. Je pense simplement qu'il faut que les personnes qui y travaillent aient ces valeurs à l'intérieur d'elles, aient envie d'amener des changements, parce qu'il y a certes quelques changements, il faut lâcher prise sur certaines choses pour vivre le moment présent avec les habitants. Et puis je pense qu'il est intéressant et indispensable, c'est de former l'entier de notre personnel. Chaque collaborateur a besoin de pouvoir donner du sens à ce qu'il fait, pouvoir donner du sens aux différents changements. Les habitants, eux, ils suivent le mouvement parce qu'en fait, ils retrouvent une dignité, ils retrouvent un respect et c'est très facile. C'est plutôt à nous, en tant que soignants, de nous détacher de nos habitudes. Par exemple, on a souvent l'habitude de choisir pour les autres parce que le soignant, entre guillemets, c'est mieux, ce qui est bien pour son patient. Donc, c'est se détacher de tout ça, se dire que nous, on ne sait rien, qu'on est simplement des facilitateurs et qu'on doit aller rechercher l'information auprès des personnes qui nous entourent. Donc voilà pour notre expérience au niveau du Petit Cheval. Donc ça a commencé pour vraiment de mettre en place des projets qui avaient déjà été faits, puis très rapidement de personnaliser ces projets aux besoins des habitants et pour que ça corresponde vraiment à notre institution. Merci. Ok, merci Julie. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre le relais parmi les autres intervenants, toujours sur dire par quoi on commence. Alors, pour nous, au niveau de la résidence du lac, en fait, je fais partie d'un groupe privé. Donc, on a commencé par la formation. Ça a été la formation management qui a été dispensée par Véronique. La particularité pour nous, c'est qu'en fait, la formation, je vais dire, a été imposée. Ça a été décidé par quelqu'un au-dessus qui nous a dit, vous allez tous faire, en tant que directeur, la formation Montessori. Donc, déjà, on pouvait y aller avec un petit a priori. Comme tu l'as dit, Jérôme, dans la présentation, lors du début de la formation, moi, au bout d'une heure, j'ai dit c'est pas possible. Au bout de 2 heures, j'ai dit mais on manque de temps. Au bout de 3 heures, je me suis dit mais là, je sais pas pourquoi on me fait faire ça. En fin de journée, je me suis dit ça va être très compliqué et sur les coups de 18 heures, Véronique a conclu en disant à partir de demain, on va pouvoir, ce qu'on avait fait sur 2 jours, à partir de demain, on va commencer vraiment à rentrer dans la pratique. Et elle nous a mis des diapos. Et là, je me suis dit, aïe, aïe, aïe. Parce que j'ai vu ce qui était affiché et ce qu'on venait de m'expliquer en 10 minutes. Je regrettais un petit peu que de 9 h du matin jusqu'à 18 h, j'étais un peu dans le fond de la classe et je n'ai pas trop écouté tout ce qui se passait. Donc, je peux dire que le lendemain, j'étais vraiment présent, j'ai vraiment écouté. Et je me suis dit, on peut y aller. Oui, on va manquer de temps pour faire plein de choses. Comme on l'a toujours dit, on est soignant, on sait qu'on va peut-être manquer de temps, mais c'est normal. Oui, on va peut-être manquer de personnel, on a cette impression-là de pouvoir manquer de personnel, mais ça n'a pas du tout été un frein pour nous. Comme l'a dit Julie, ce qui est vachement important, c'est qu'on puisse former l'ensemble du personnel à la méthode Montessori pour pouvoir avancer. Nous, on a commencé à le faire, on a mis en place des référents par rapport aux formations, et en fait, on s'est aperçu que les référents qui voulaient lancer des activités ne pouvaient pas toujours aller au bout de ce qu'ils voulaient faire pour les résidents, parce que le cuisinier qui devait donner les ingrédients pour faire une activité pâtisserie n'était pas formé. Donc, on s'est dit, on va aller jusqu'au bout, on va former les cuisiniers. Après les cuisiniers, on s'est aperçu qu'il fallait former la lingère parce que les résidents devaient aussi participer à la vie de la résidence. Après, on s'est aperçu qu'on devait former l'ATM. Et c'est comme ça, en fait, pour nous, le changement vraiment de la méthode Montessori et ce qu'on a pu mettre en place, le changement que ça a apporté dans un premier temps, c'est que tout le monde a été formé pour avancer. Et aujourd'hui, quand on a formé tout le monde, oui, lors des formations, le personnel m'a dit « mais on va manquer de temps pour le faire ». Et s'il y a bien une chose qu'aujourd'hui, je n'entends plus dans les équipes, c'est qu'on manque de temps. Ça, on ne l'entend plus pour faire les activités, ça c'est sûr. Voilà. Et l'avantage aussi par rapport à la formation, c'est qu'en fait, il y a eu aussi le fait qu'on forme tout le monde, c'est que par exemple, qu'on a pu former Mathieu. Lorsque Mathieu a fait sa formation en tant que médecin, c'était assez marrant, enfin il en parlera mieux que moi après, mais il était en formation avec une ASH, agent de service hôtelier, avec un cuisinier, une aide-soignante, une infirmière. Donc en fait, tous les corps de métier étaient plus ou moins représentés lors de la formation et il a pu… je démarrais de zéro, hein, j'avais aucune connaissance sur le sujet.
Et d'ailleurs, je remercie encore Marie parce qu'elle est présente et c'est elle qui avait fait ma première formation. Sur le coup, c'est vrai que ça m'a paru une approche un peu particulière. Et après, peut-être qu'on déborde là ce soir sur la question posée, mais c'est vrai que ça fait partie des débuts. Donc moi, c'est mon début à moi, je dirais, en tant que médecin. Quand je suis arrivé dans un établissement où je devais m'occuper de personnes avec des troubles cognitifs, j'avais cet a priori qu'ont la population générale sur les personnes âgées, avec des difficultés de compréhension, des troubles du comportement, etc. Et au final, cette approche, pour moi, c'est une sorte de philosophie de vie apportée pour les salariés et pour l'accompagnement de nos personnes âgées. Cette approche a été vraiment complémentaire par rapport à la vision que j'en avais au niveau médical du terme, au niveau du sens médical pur et dur. Moi, quand je suis arrivé dans l'établissement, j'avais surtout une connaissance soins sanitaires. Et donc, je n'avais pas ce côté psychologie, approche de la personne âgée. Et quand on a commencé à mettre en place certaines choses et à faire des petites activités, des ateliers, que moi j'ai participé, que j'ai mené certaines petites activités avec les résidents, j'ai découvert des résidents complètement. Et donc, j'avais cet a priori et finalement, ça m'a vraiment changé ma vision des choses par rapport à ça. Voilà. Et après, il y a tout l'aspect aussi thérapeutique, mais je pense que j'y reviendrai après dans la suite des questions. Et tout le plan d'action qu'il avait réalisé à titre perso lors de la formation par Marie, il l'a réalisé. Il a vraiment fait son plan d'action. Je suis surveillé, hein. Attention. Alors, c'est vrai qu'on termine souvent toujours nos formations par des plans d'action et des premières actions à mettre en place. Amélie, de ton côté, comment ça s'est passé les débuts? Alors, du coup, c'était des débuts très particuliers parce que j'avais pris contact avec Véronique pour mettre en place la formation Montessori au sein de notre établissement. Et puis, j'ai été happée par elle pour devenir formatrice. Et donc, mes débuts, ça a été un séminaire de 3 jours avec Cameron Camp. Et ce qui se passe à l'issue de ces 3 jours, donc avec Cameron, Jérôme et Véronique, c'est que je me dis, ok, ça va à l'encontre de tout ce que j'ai appris et plus jamais je ne pourrai trahir ce que je viens d'apprendre. Et donc, je reviens dans mon établissement et je convainc ma directrice de l'époque de former absolument tout le personnel de l'EHPAD. Donc, on forme tous les soignants, la lingère, le personnel technique, etc. Je les forme tous, on fait un premier groupe et puis ce premier groupe ressort avec énormément de choses, de projets, d'envie. Et là, j'ai une peur atroce, j'ai peur que le soufflet retombe, clairement. Je me dis, mais comment je vais faire pour maintenir ça? Et ce qui a beaucoup compté, c'est… alors déjà, forcément, j'étais au sein de la structure, donc c'était quand même assez facilitant. Et c'était d'avoir la possibilité, du coup, d'être un peu référente de ces projets Montessori et de permettre finalement aux équipes d'opérationnaliser. Parce qu'on a envie de faire ça. On a envie alors à l'époque, ils ont eu envie de monter une boutique, donc on a monté une boutique. Ils ont eu envie de changer plein de choses dans l'environnement, donc on a changé plein de choses. Ils voulaient que leur nom soit sur toute leur tenue, donc on a mis leur nom sur toute leur tenue. Mais entre voilà ce qu'on voudrait, voilà à quoi on voudrait que notre EHPAD ressemble, et voilà ce qu'on peut faire, il fallait qu'on prenne du temps pour opérationnaliser tout ça. Et je trouve que le fait d'avoir des référents qui ont aussi cette possibilité d'aller un peu chercher les infos et de rendre possible ce qui semble impossible à tout le monde, ça a été très, très aidant au début, vraiment. On a vraiment travaillé là-dessus en se disant, OK, vous voulez faire ça, on va faire en sorte de faire ça. Et puis, il y a eu aussi tous les petits gestes du quotidien, parce que Montessori, c'est oui, des beaux projets comme on peut voir, et puis c'est une posture un peu différente de ce qu'on peut voir, et c'est tout plein de choses finalement, toute une tonne d'accompagnement où les gens se disent, mais mon Dieu, c'est tellement évident. C'est tellement évident que maintenant que je comprends ce que c'est tellement évident de comprendre finalement ce que vit quelqu'un qui a une démence, que c'est quelque chose qui finit par infuser en vous et qui fait que ça ne prend pas de temps
parce que votre accompagnement d'un seul coup devient d'une fluidité totale et vous avez la sensation que vous travaillez comme vous auriez dû travailler depuis des années. Donc, ça n'a jamais, j'ai jamais eu de retour moi, sur la notion de temps par mes équipes parce qu'ils avaient la sensation que maintenant, ils étaient en phase avec leur métier, qui n'était pas qu'un métier de soins purs, mais qui est un métier d'accompagnement au quotidien et d'accompagnement avec les valeurs qu'il faut et avec les bases de connaissances qu'il faut. Donc voilà, moi je militerai toujours pour que cette formation soit diffusée partout et dès les écoles d'infirmiers, d'aides-soignantes, d'auxiliaires de vie, etc. parce que c'est une philosophie qui vous permet de totalement changer le paradigme et de vous dire, d'accord, je sais comment accompagner. Et maintenant, tout ce que je vais faire va avoir du sens et j'ai les clés pour innover. Voilà. Ok, merci Amélie. Alors Alexandra, toi, tu n'es pas responsable d'un établissement et en même temps, tu accompagnes des établissements. Et donc, j'adorerais entendre ta belgitude et ta vision de voilà, comment, dans l'accompagnement d'un établissement, qu'est-ce qu'on recommande pour commencer? On met en place les formations et puis quoi? Par où on attaque tout ça? Je vais essayer d'être très logique, hein, sinon je vais partir et je vais déborder. J'ai juste envie de dire et de rebondir sur ce qu'Amélia disait, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Alors, constat par rapport aux maisons de repos qu'on accompagne en Belgique, c'est que en amont des formations de tout le personnel, il y a une importance d'informer, de sensibiliser les habitants, les familles et le personnel. Parce que les familles doivent également, ainsi que les habitants, prendre conscience des futures orientations qui vont jouer au sein de l'institution. Ils sont des partenaires super prenants et si une fois ils arrivent et ils voient leurs parents en train de prendre des poussières dans la chambre, ben, ça peut quelquefois insuffler des incompréhensions au sein des familles. Le parcours de formation pour tout le personnel, mais voilà, je vais pas rebondir. C'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on voit qu'il y a une certaine cohérence et une certaine consolidation dans la communauté des professionnels. En fait, ils vont tous parler le même langage, ils vont tous adopter la même posture, mais former tout le personnel, ça prend du temps. Parce que voilà, ça prend du temps, c'est un budget. Hein, il ne faut pas dire voilà, que ça va très vite. Et alors, ce qui est très important aussi, c'est dans les maisons de repos qu'on accompagne, on se rend bien compte qu'il y a importance de garder le lien et en même temps d'expliquer les changements, de montrer les exemples, montrer ce qui se passe au sein de la maison de repos, tout en faisant le parcours de la formation. Il y a aussi une importance, c'est de communiquer, de la communication. Jérôme, est-ce que tu veux bien montrer, s'il te plaît, le slide banneux? Merci beaucoup. Il y a une importance aussi de communiquer de façon ponctuelle avec les familles, les habitants et les équipes l'évolution du projet, de montrer que ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça en un claquement de doigts et qu'on a besoin de l'aide. Le personnel, l'institution a besoin de l'aide de tout un chacun pour mettre en place des projets. Et dès qu'il y a un projet qui est créé, c'est aussi de le visualiser, de le rendre palpable. Donc voilà, un projet, on a besoin de faire de la décoration ou autre. Il y a des rôles sociaux, donc la tricoteuse, je ne sais pas si ça se dit tricoteuse, j'en sais rien. Oui, ça se dit. La tricoteuse de l'institution, etc. Et puis on met en avant justement ce qu'elle a fait, ce qui a été fait, puis on le montre en fait. Ça doit être palpable parce que sinon, quand on arrive au sein de l'institution, quelquefois on ne se rend pas compte qu'il y a des changements. Et alors, il y a quelque chose qui est aussi important, c'est de formaliser les nouvelles orientations d'approche et tout simplement dans le projet de vie institutionnel, qui est la carte d'identité de l'institution. Et ça, c'est vraiment très important, aussi bien pour les familles, pour les futurs habitants, pour les futurs personnels. Et donc, voilà en gros les étapes et j'essaie de ne pas aller plus loin. Donc, merci Alex. C'est ultra compliqué. On a des gens qui sont passionnés, qui ont 1 million de choses à vous raconter, à qui on a demandé des timings très, très serrés parce qu'on a d'autres points qu'on voudrait aborder avec eux. Et je sens que, voilà. Merci beaucoup, Alex. OK. OK, on comprend un petit peu l'idée, un projet institutionnel, partager la formation des personnels, des référents peut-être. Véro, je vais te laisser rebondir peut-être pour les questions suivantes.
je n'enlève pas mon micro, je ne pourrais pas être entendue. De la même manière que Jérôme vous a posé la question des débuts, au moment où les débuts sont passés, comment vous avez et qu'est-ce que vous avez proposé comme projet? Comment inclure les habitants dans la vie de la maison, sur des rôles sociaux, sur des comités ou sur des projets qui allaient vraiment transformer la communauté et accompagner la communauté. Je vous laisse, Amélie, vas-y. Du coup, étrangement, c'est vrai que nous, c'est un gros projet qui a été sorti suite à la première formation, qui était un projet de créer une boutique. Et alors, l'idée n'est pas venue de nous, hein. On avait vu une vidéo qui était plutôt sympa et qui est diffusée généralement en fin de formation, qui vous montre un EHPAD qui a énormément travaillé la philosophie Montessori. Et puis, à un moment donné, un petit passage où on voit une boutique. Et les soignants que je formais à l'époque me disent « mais c'est génial, il faut qu'on fasse ça, c'est top, etc. » Et on se dit bah, « ok, on va le faire ». On ne sait pas comment, mais on va le faire. Et ce qui se passe, c'est qu'on réunit des résidents et on leur soumet le projet en leur disant voilà, on va faire ce projet-là, qui est intéressé. Donc, on a tout un tas de résidents. Je pense qu'à l'époque, on avait un tiers des résidents qui sont venus à cette réunion. Et donc, les résidents étaient hyper partants et on leur dit bah, ok, maintenant, vous voulez y trouver quoi dans cette boutique? Et on a d'un seul coup toute une liste qui s'allonge et qui s'allonge de produits en tout genre. Alors, les gens voulaient des bonbons, donc on a acheté des bonbons. Ils voulaient des chips, ils voulaient du chocolat, donc on a acheté tout ça. Ils voulaient des bibelots, ils voulaient des bijoux, et du coup, on leur a demandé pourquoi. Et ils nous disent, mais en fait, au moment des fêtes, on a toujours des cadeaux de nos familles et on n'a jamais rien nous à offrir. Donc, on voudrait pouvoir avoir des choses à offrir. Et puis, d'un seul coup, il y en a un qui nous dit moi, je voudrais bien du gel douche. Et pour le coup, nous, à l'époque, on fournissait gel douche, shampoing, etc. Donc, on lui demande pourquoi. Et il répond vous, quand vous allez en supermarché ou ailleurs, vous choisissez l'odeur de votre gel douche, de votre shampoing. Vous choisissez. Et nous, on ne choisit plus rien depuis des années. Donc, on veut de nouveau pouvoir choisir tout ça. Et donc, on les écoute et on achète absolument tout. Donc, on va faire un énorme plein à Action, pour ceux qui connaissent. Et on achète absolument tout. Et puis, on les réunit une seconde fois et on dit, bon, ok, c'est bien. On a tout maintenant qui s'en occupe de cette boutique. Alors, je leur dis, moi, je n'aurai pas le temps, je vous le dis tout de suite. Et puis, et les animateurs, pareil. Et du coup, on a deux dames qui disent, nous, on veut bien faire la caisse. Pour le coup, on est en fauteuil. Ça va être compliqué pour nous de mettre en rayon, mais on veut bien faire la caisse. Et on a d'autres résidents qui, eux, se positionnent en disant, nous, on veut bien vous aider à mettre en place la boutique. Et donc, on se met à créer des affichages sur des caisses où on met gel douche et puis on remet le même affichage sur la table pour aider. On crée des aides externes. Et cette boutique se met en place. Elle s'est mise en place il y a 4 ans. Elle fonctionne toujours aussi bien. Elle est toujours autant recherchée par les résidents. C'est une boutique qui ne connaît pas la crise et j'espère ne la connaîtra pas. Et c'est une boutique qui a permis de créer énormément de liens sociaux, qui n'a pas demandé d'investissement pour le coup, qui n'a pas demandé un travail conséquent et qui a permis de fédérer tout le monde. Et c'est un super projet que je conseille. Et si vous avez besoin d'infos après, vous m'écrivez, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment un projet que je conseille parce que ça a permis aux résidents de retrouver de l'autonomie, de faire du choix de nouveau. Et puis, d'avoir leur argent. On avait géré tout ça avec les tuteurs, d'avoir de l'argent, de donner de l'argent, de payer. Et de ne pas être dans cette espèce de sensation où parfois on se dit, mais je mange ici, mais finalement je ne paye pas, c'est quand même bizarre. Là, voilà, ils arrivent, ils payent en fonction de ce qu'ils ont. Et comme c'est indiqué, la maison fait crédit. Voilà, donc c'est un très beau projet et ça a été notre projet qui a permis de commencer cette implication des résidents et de créer cette communauté. Voilà, j'espère ne pas avoir éclaté le temps. Je vais lancer mon compte. Julie, Grégory, Alex, quelqu'un d'entre vous veut prendre la main? Oui, alors volontiers. Donc, pour l'EMS du Petit Chévert, je pense que la priorité, c'est pas de réfléchir rôles sociaux, mais plutôt de partir vraiment des habitants, de leur histoire de vie, de leurs valeurs,
Et en partant de tout ça, en fait, on a des rôles sociaux qui se créent très facilement. Jérôme, est-ce que tu veux bien passer la diapo du pesto? Voilà, typiquement ici on voit, donc ça c'est un des projets qu'on fait chaque année qui réunit plusieurs de nos habitants. Ça part vraiment des graines qu'on va commencer à planter à l'extérieur pour notre basilic. Ensuite, il y a la récolte, il y a la préparation, il y a la mise en pot. Et puis pour finir, il y a le cadeau qu'on peut offrir à ses proches lors des visites, un pesto maison. Donc ça, c'est typiquement un de nos résidents qui avait l'habitude de fabriquer du pesto à la maison. Donc, on a décidé de mettre ça en place pour lui. Du coup, tout le monde en profite. Et puis, je pense que ce qui est important de se dire, c'est que le jour où ce résident sera plus là, on n'est pas obligé de garder ce rôle social et de retrouver quelqu'un qui sera responsable du pesto. C'est vraiment, nos rôles sociaux, ils doivent changer, ils peuvent évoluer, ils doivent vraiment vivre par rapport aux personnes qui habitent dans nos institutions. Ensuite, peut-être l'extraordinaire ordinaire. Voilà, où là, on se rend compte, dans des choses un petit peu plus pratiques, qu'il y a plein d'activités qui peuvent être faites par nos habitants en fonction de leur capacité préservée. On adapte si besoin et on voit des résidents qui s'occupent de mettre sous pli des documents, de ramasser les pruneaux pour faire de la confiture ou des tartes, de nettoyer les sets de table, de décorer le portail du jardin ou encore d'écrire le menu. On a encore la diapo des rôles sociaux. Où là, on peut voir que certains de nos habitants ont vraiment des rôles quotidiens, que ce soit de préparer les décorations florales pour toute la maison, ou alors de nourrir les lapins, de s'occuper du désherbage, d'aller cueillir les fraises dans les jardins. Et en fait, le matin, quand ils se réveillent, ils ont toujours un but dans la journée. Et s'il y a des matins qui sont un petit peu plus difficiles, où le réveil, on manque de motivation, on arrive toujours à les appâter en disant mais il y a des lapins qui vous attendent pour les nourrir. Et c'est vrai qu'on a des résidents qui sont beaucoup plus motivés aujourd'hui que ça a pu l'être autrefois. Donc vraiment partir du résident, de son histoire de vie, de ses valeurs, et ensuite les rôles sociaux se créent très facilement. Voilà pour ma part. Merci Julie. Grégory? Alors pour nous, pour mettre en place, alors je regarde en même temps un peu les questions et il y a Laetitia qui posait plusieurs questions, donner du sens, motiver les équipes, etc. Jérôme, est-ce qu'il est possible de mettre la photo sur le théâtre? Il y a un slide voilà, sur le théâtre. En fait, on a créé une pièce de théâtre et comme disait Julie, on est parti du postulat des résidents. Les résidents, on leur fait tous faire des activités soit physiques, soit en petits groupes. Et en fait, il y a une des résidentes sur la photo de gauche, la dame en plus complètement à gauche, qui nous a dit, qui a dit à une aide-soignante, vous êtes bien gentil, mais nous, on aimerait bien le faire sur un vrai théâtre. Donc, en fait, ça a été la première question qui a pu motiver l'aide-soignante et qui a entraîné derrière toute l'équipe pour mettre en place. Donc, ça a été trouver un théâtre, un vrai théâtre. Hein. Il y avait quand même 200 et quelques personnes en représentation qui regardaient la représentation qui a duré pratiquement 2 heures. Donc, voilà, il y avait des personnes qui avaient besoin d'aide et ça a été vraiment un dynamisme incroyable au niveau de la résidence parce que tout le monde a voulu apporter quelque chose pour le mettre en place. Mais on est parti vraiment du début du projet d'accompagnement personnalisé de nos résidents qui voulaient faire quelque chose. Il y a aussi, Jérôme, le slide sur le ski. Donc, ça a été pareil. En fait, peu provoque dans la période actuelle. C'est bon, c'est ça qui est bien. En fait, là, sur le ski, vous voyez la photo de la dame complètement à droite en bleu dans le traîneau. C'est une ancienne monitrice de ski.
Voilà. Et pour aller au bout de l'histoire, donc c'est pareil. Elle nous a dit, en fait, en regardant la neige qui tombait, on est à 1000 mètres au niveau de la résidence, donc on a souvent de la neige. Elle nous a dit, bah, moi, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir faire du ski. Donc c'est pareil. Donc là, il y a toute une communauté qui s'est mise en place. D'autres résidents sont venus se greffer au projet parce qu'on a commencé à faire des petits ateliers sur le ski, essayer de récupérer des gants pour tout le monde, des combinaisons, des chaussures, etc. Et tout le monde est venu le faire. Et pour aller au bout de la petite histoire, en fait, le monsieur qui est derrière la dame qui était monitrice, c'est elle qui lui a appris à skier. Donc, on a fait la boucle et ça a été un moment magique. Ça a fini au restaurant avec un petit peu de génépi derrière. Donc, c'était un super moment. Donc, ça motive les équipes, ça donne du sens et on a vraiment envie de continuer de porter des projets comme ça. Et pour terminer, Jérôme, le dernier slide par rapport sur la sortie à Grasse. Donc là, c'est pareil. On est parti sur un projet d'accompagnement personnalisé, une dame qui voulait connaître comment on fabriquait un parfum. Donc là, ça a été un moment magique, vraiment magique pour les familles, pour les résidents, pour les soignants. Donc, 4 résidentes. Je ne vous parle pas de MMS, je ne vous parle pas du trouble du comportement, parce qu'il y en avait beaucoup. Je ne vous parle même pas de la dépendance. Elles sont sorties avec 2 aides-soignantes. Elles sont parties dans un gîte. Elles ont découvert une parfumerie. Elles ont découvert le musée du verre. Elles ont visité Grasse. Ça a été des moments magiques. 2 nuits en dehors de la résidence. 2 nuits en dehors de la résidence, dans un lieu qu'elles ne connaissaient pas. Et je vous assure, il n'y a pas eu de trouble du comportement. Et dessus, pour vraiment fédérer tout le monde par rapport à ces activités-là, rien que par rapport à ça, par exemple, Mathieu a dû aussi travailler sur les thérapeutiques, parce qu'on avait 2 aides-soignantes qui partaient et qui avaient des traitements. Enfin, je sais pas tout à fait. Et ça revient un petit peu pour certaines questions qui sont posées aussi en direct, mais il y a eu un gros travail de fait sur les thérapeutiques médicamenteuses. Et en fait, on se rend compte très rapidement que certains médicaments sont vraiment inappropriés pour certaines personnes et limitent en fait les activités derrière pour certains résidents. Et on se pose même des fois certaines questions en se disant est-ce que c'est véritablement nécessaire de mettre certains médicaments. Donc moi, la première chose que j'ai fait en arrivant ici, d'ailleurs les équipes ont un peu souffert, c'est que j'ai revu tous les traitements de mes résidents et que j'ai fait des essais thérapeutiques, c'est-à-dire que j'ai arrêté pour certaines thérapeutiques et j'ai dit aux équipes, voilà, vous allez vous débrouiller un petit peu avec la méthode Montessori, vous allez essayer de trouver comment réduire par vous-même en les interrogeant, en faisant tout ce que vous savez faire. Ça a été compliqué. Je dois vous avouer que les équipes ont un peu souffert au début, parce que moi je suis jeune et puis je suis allé vite. Et au final, on a redécouvert des personnes, on a redécouvert des capacités de vie pour certains résidents. Donc voilà, c'était que du bonheur. Et là, parmi les 4 résidentes qui sont parties à Grasse, il y en avait 2 qui avaient, je ne sais pas si ça peut parler à beaucoup de gens, mais la maladie à Cordes-Lévy, qui est une maladie très compliquée, à la fois sur le côté affect, à la fois sur le côté physique. Et donc, voilà, c'est des gens qui sont aussi très fragiles vis-à-vis des médicaments. Alors, certains peuvent aider, je ne dis pas, certains médicaments peuvent aider, peuvent apporter du plus, mais il faut trouver le juste milieu, il faut trouver ce qui est bénéfique pour eux et pas essayer de trouver un bénéfice pour nous. Voilà, c'est pas l'envie que l'on attend par rapport à ça. Et les 2 nuits, les résidentes n'ont pas eu besoin de somnifères en plus, parce qu'elles ont passé la journée à ramasser des roses et à faire les parfums. Je peux vous assurer qu'elles ont très bien dormi. Et le lendemain matin, quand on s'est réveillé au petit déjeuner, quand vous voyez les sourires, c'était juste un moment magique, quoi. Voilà. Sublime témoignage, c'est juste un bonheur et je voyais Jérôme qui faisait des namastés en permanence. Merci docteur, merci. Et Amélie, je crois que tu as encore un exemple à montrer de ce qui s'est passé parce qu'en plus j'ai eu la chance de pouvoir y participer et je pense que c'est aussi quelque chose de très important par rapport à l'extérieur. Alors, du coup, je ne sais pas si on m'entend, j'ai remis mon micro. Donc, du coup, ce qui s'est passé au sein de l'EHPAD, c'est qu'on a mis en place
des projets tous les ans, un peu plus communautaires que les autres. Et du coup, alors après la boutique, on avait mis en place une bourse aux vêtements pour permettre à des résidents voilà, d'acheter des vêtements au tarif de 1 €. Des vêtements voilà, qu'on récupérait un peu à droite à gauche, qui étaient triés par les résidents et qui étaient vendus par les résidents. Et puis, l'année dernière, on a une résidente, je pense, au cours d'une conversation, qui nous dit, qui nous parle de sa montée et qui nous explique que ça lui manque. Et on se dit, mais tiens, c'est pas bête, et pourquoi on ne créerait pas un salon de thé pour nos résidents? Et donc, du coup, on a créé ça avec eux. Donc, de nouveau, on les réunit tous, on leur propose ce salon de thé, on leur demande ce qu'ils aimeraient y servir. On leur demande qui veut s'en occuper et puis on crée ce salon de thé. On crée une carte pour commander. Alors, je pense qu'on la voyait, Jérôme, peut-être sur une des photos. On crée une carte de commande parce qu'on avait pour le coup une dame qui avait un handicap qui voulait pouvoir aller chercher les commandes à chaque table. Donc, on crée cette petite fiche de commande qu'on voit juste à gauche avec les dessins, etc., qui correspondent. Qui nous permettent aussi, parce que ça nous permettait de faire la facturation. On demande aux résidents comment ils veulent l'appeler et ils choisissent tous ensemble l'Enchanté, qui était très joli, qui me fait encore beaucoup de bien quand je le vois. Et puis voilà, on a ces résidents qui le matin cuisinent. Alors vous pouvez voir, c'était des choses plutôt sympas en plus, plutôt bonnes. Véronique qui a goûté avec uniquement des produits bio. Donc on s'était rapproché d'un Biocop pour obtenir tous nos ingrédients pour faire les gâteaux. On a servi du café bio, etc. Et tout est préparé par les résidents et tout est servi par les résidents. Donc, on a racheté des chariots qui correspondaient bien et puis ils se sont bien installés les tables avec nous. On a fait un système qui était hyper simple pour prendre la commande, pour venir servir et ensuite pour aller payer. Et ça a permis à notamment beaucoup de familles qui parfois ne venaient plus de revenir et de capter le moment où c'était le jour du salon de thé et de venir faire ce salon de thé et de venir assister à ce salon de thé. Donc, c'est un super moment, c'est un super projet. Alors, nous avons souffert comme les restaurateurs de la fermeture de notre salon de thé en raison du Covid. Mais on espère qu'il va vite revenir et ça nous a permis aussi de faire beaucoup de partenariats avec des structures locales, des centres qui accueillent des personnes soit défavorisées, soit avec un handicap physique important et qui du coup, pareil, ont calé leur agenda pour venir à chaque fois au salon de thé et ce qui a permis énormément de rencontres. Donc nous avons des pâtissiers en herbe. Nous avons tout un tas de métiers d'ailleurs depuis ce temps-là, mais c'est un super projet. Le salon de thé, pour le coup, ça plaît bien et comme il est ouvert sur le quartier, c'est plutôt sympa. Voilà. Alex, alors là, on avance dans le temps. Alex, vas-y tranquille. Ce qu'on fera, c'est que sur la prochaine thématique, je poserai juste une question et qu'on soit super concis parce que ce qui va se passer après, c'est qu'on a plein de questions qui sont pour vous et ça sera important de pouvoir les aborder. Je vais essayer de faire simple. Comment mettre en place et organiser l'implication des habitants et si on leur demandait tout simplement? C'est déjà pas une mauvaise chose. Il y a 2 leviers, les comités thématiques. Donc ça, mes collègues en ont parlé ici tout de suite. Les comités thématiques pour récolter les infos et les besoins. Et à côté de ça, il y a un levier principal, il y a un levier super important. C'est une réflexion autour du projet de vie individualisé en collaboration avec l'habitant. Et avec ce projet de vie individualisé, avec les perspectives Montessori, qui est la personne, quelles sont ses capacités, son histoire de vie, ses habitudes. On en discute avec lui, on formalise ça dans les listes de tâches du personnel, par exemple, notamment au début d'accompagnement, par exemple, Monsieur Tartampion peut laver les cheveux de Madame, je ne sais pas moi, Schmilblick. Jérôme, est-ce que tu voudrais bien montrer le slide des rôles sociaux? Et donc, en fait, on croise les deux, on croise les comités thématiques, on croise les projets de vie individualisés et on peut arriver à
à des projets à vocation plus communautaire, des projets de la vie quotidienne, etc., mais des projets de vie de malade. Et on peut avoir des équipes de premiers secours, on peut avoir un jardinier qui passe la tondeuse, on peut avoir l'esthéticienne qui vernit les ongles du résident, on peut avoir un comité de recrutement du personnel fait par des personnes qui ont des troubles cognitifs. Donc voilà, on peut avoir plein de choses. Voilà, j'ai dit. J'espère que j'étais assez… Oh, t'as été au top. Jérôme, si tu es d'accord, je pense qu'on pourrait faire une chose, puisqu'on va avoir les questions là et qui sont fort nombreuses. Il y avait 2 autres thématiques qu'on voulait aussi vous proposer, parce que c'est toujours des questions qui reviennent, qui sont en fin de compte l'identification des points fondamentaux par rapport au management. Jérôme aussi avait l'axe de dire mais quels sont les écueils que vous avez rencontrés. Donc si ça vous va, entre guillemets, de pouvoir, dans les questions qui vont être posées, parce qu'il y en a déjà qui arrivent dessus, compléter par rapport à ces 2 thématiques qu'on avait identifiées, et pour que vous puissiez aussi montrer les complexités et comment ça se passe et qu'est-ce que vous avez rencontré. Est-ce que ça vous va comme ça? Est-ce que vous seriez OK de faire un petit tour, mais 1 minute par personne, pour dire finalement les écueils que vous avez rencontrés, et peut-être en un mot, et je sais que c'est archi complexe ce qu'on vous demande, mais on sait que la période actuelle, elle est très, très compliquée pour les EHPAD. Et voilà, est-ce qu'en 1 minute, vous pourriez donner 2-3 clés sur comment vous gérez finalement Montessori et Covid d'une part, ou les écueils qu'on rencontre? 1 minute par personne. Qui veut y aller en premier? C'est difficile. Et après, on aura les questions pour développer ce que vous souhaitez. Bon, 1 minute, là, couper tout le monde. Donc, Julie, tu vas? exemple du Covid, c'est vrai que ça a bouleversé passablement d'activités qui étaient faites dans notre institution par rapport au respect des mesures sanitaires, mais ça a aussi créé des nouveaux rôles. Par exemple, on a eu passablement de collaborateurs ou de familles qui ont dû subir des quarantaines, et du coup, c'est des résidents qui les appelaient pour prendre de leurs nouvelles. Alors, c'est sûr que quand il y a des troubles cognitifs avancés, on peut toujours le faire. Il suffit d'avoir une aide externe pour que la personne puisse lire un petit texte réconfortant. Ils ont aussi découvert de plus en plus tout ce qui est visioconférence. Et là, ce qu'on a pour habitude 1 fois par semaine, c'est que les habitants font une petite vidéo qui est postée ensuite à tous les proches pour leur dire qu'ils pensent bien à eux. À savoir qu'en Suisse, on a maintenu 2 signifiants par résident, donc nos EMS restent ouverts pour 2 signifiants. Donc les liens sont toujours présents, mais évidemment que 2 signifiants, c'est peu. Donc, c'est important de continuer à créer le lien autour. Et puis après, on arrive aussi à avoir des stratégies, typiquement pour préparation des repas ou de la collation, qui est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup. Et c'est simplement de penser à faire des choses qui sont cuites derrière. Dès que c'est à 60 degrés, on peut ensuite les manger en communauté. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a réorienté nos activités. Merci Julie pour ta concision. Il y aurait plein de choses à en dire. Qui a envie de partager un élément sur ces questions? Amélie, tu voulais y aller? Je mets mon chrono. Alors, du coup, au niveau des écueils, donc hors Covid, ce que moi j'avais pu observer quand j'étais au sein de l'établissement et qu'on venait de mettre en place la philosophie Montessori, c'est que quand on teste quelque chose et que ça ne fonctionne pas, les gens un petit peu plus réfractaires vont vous dire « Ah bah tu vois, ça ne fonctionne pas du tout ton truc, on va retourner à la bonne vieille méthode ». Et ce que j'ai toujours expliqué aux équipes, c'est que c'est pas que ça fonctionnait pas, c'est qu'on n'avait juste pas encore trouvé la clé, qu'on n'avait pas peut-être assez investigué, qu'on s'était peut-être pas posé les bonnes questions, qu'il fallait peut-être qu'on reprenne les choses. Et je trouve que ça, c'est important parce que c'est pas en plus une question de fonctionner. Je pense qu'il y a des fois des choses qui nous dépasseront et il y a des personnes qu'on n'arrivera pas à accompagner aussi bien qu'on voudrait. Par contre, il y a une chose dont je suis sûre, il n'y a pas de résident qui s'intéresse à rien. Il y a des activités qu'on ne leur a pas encore proposées. Et une fois qu'on leur propose bizarrement, tiens, là, on trouve la clé, ils s'intéressent à quelque chose et il n'y a pas
méthodes qui ne fonctionnent pas, il y a juste des solutions qu'on n'a pas encore trouvées. Et ça, c'est important parce que ça met en plus une dynamique de toujours continuer à chercher. Voilà. Merci Amélie. Alors pour nous, ce qui est important aussi de montrer, ça a été pendant cette période un peu particulière, c'est aussi de dire et de faire accepter à tout le monde que la méthode Montessori n'est pas toujours la solution à tout. Voilà, on peut régler énormément de choses, mais il faut aussi avoir conscience que il y a des fois où on n'arrivera pas à régler certains troubles du comportement, on n'arrivera pas à régler certaines choses. Mais de ce fait-là, ça motive aussi les équipes d'aller au bout de ce qu'elles ont envie de mettre en place pour se rendre compte qu'il y a énormément de choses qui vont fonctionner et des fois, pour une personne, ça ne va pas fonctionner. Mais ça, il faut en avoir confiance pour éviter toute cette démotivation qu'il pourrait y avoir au niveau des équipes. Cette période Covid nous montre aussi qu'on a besoin de motiver nos équipes tout le temps. Ce n'est pas que pour la méthode Montessori, mais c'est vraiment pour tout, parce qu'il y a une telle pression extérieure sur nos structures, aussi bien des familles que de la presse, de l'État, enfin voilà, parce qu'on n'a vraiment pas bonne presse tout le temps, que c'est des fois difficile d'arriver à motiver tout le monde. Et c'est important que lorsqu'on arrive à mettre des choses en place par la méthode Montessori, de le montrer à tout le monde et de montrer qu'il y a des choses qui peuvent fonctionner et qu'il faut vraiment qu'on s'engouffre dans ces solutions-là. Ok, merci Grégory. Alex? Alors, un des écueils, je pourrais dire, c'est comment faire en sorte que tous les professionnels arrivent à s'approprier Montessori. Et ce combat contre les certitudes, oui, mais les résidents ne savent pas, etc. Il y a des choses qui fonctionnent, c'est au-delà du projet de vie individualisé, je pourrais faire un parallèle par rapport à ce qui est fait avec les habitants de l'institution, à savoir, c'est quoi l'histoire, qui sont les professionnels, c'est quoi leur capacité, c'est quoi leur talent caché. Et en fait, Montessori, ce n'est pas que une approche centrée sur l'habitant, c'est une approche centrée sur la personne, sur l'être humain de façon générale. Et en tant que directeur, en tant que responsable, etc., pour réussir à fédérer et à créer des communautés et à prendre tout le monde, à faire embarquer tout le monde, voilà, je m'intéresse aussi aux personnes. Et je fais tout à fait de la même façon. Je fais un projet professionnel individualisé avec le personnel et je fais des comités thématiques avec le personnel. On fait les deux et on a des projets de vie institutionnelle de malades. On peut même aller plus loin en disant, tiens, on pourrait très bien faire des grilles de ressources, des grilles des capacités de l'institution en tant que telle, en disant c'est quoi les capacités de l'institution, c'est qui l'institution, quel partenariat, quelle collaboration, etc. Et puis à partir de là, ça va être difficile à me taire, et puis à partir de là, on repart aussi vers d'autres choses. Et ça, je pense que c'est quelque chose vraiment à garder à l'esprit. Montessori, c'est pas que moi, professionnel avec un habitant. Et alors, par rapport au Covid, j'ai juste 2 exemples à vous montrer qui me tiennent à cœur. Est-ce que tu veux bien montrer la campagne, s'il te plaît, Jérôme? Donc, il y a des possibilités d'avoir des résidents qui participent à des campagnes de publicité, des campagnes de sensibilisation pour les gestes barrières. Ce sont les résidents. C'est un travail qui a été fait avec une équipe en collaboration. Et donc, il y a ça. Et sur la dose de l'humour, c'est une façon de les impliquer, de leur donner un certain rôle social, etc. Et de montrer que l'institution, voilà, elle travaille de façon transversale. Et il y a aussi cette note. Est-ce que tu veux bien, Jérôme, passer l'autre slide sur le comité Covid de Scalmont? Et alors, ensuite, autre chose, un accueil des visiteurs, tout simplement partant de Covid. À Scailmont, il n'y a pas assez de personnel, on doit décharger du personnel pour faire l'accueil des visiteurs. Et certains résidents, certains habitants peuvent très bien accueillir eux-mêmes les visiteurs. Ils ont tous des troubles cognitifs, on est entièrement d'accord. Mais ce n'est pas ça qui fait, on s'en fout de ça, on leur fait confiance, on lâche prise, on avance, ils ont des projets de malades et puis c'est une question de changer de paradigme, tout simplement. Voilà, j'ai dit. Ok, merci Alex. Désolé pour la concision qu'on vous demande. Quand on préparait le webinaire avec Véro, on s'était dit qu'en fait, il nous aurait fallu 3 heures et pas 1h30. Et merci Alexandra. Moi, je vais aussi m'autoriser de rebondir sur ce que tu as dit et de dire que les principes ne s'appliquent pas qu'avec les résidents, mais qu'il y a une universalité et qu'on peut avoir des directeurs, des porteurs de projets, des référents qui vont appliquer exactement les mêmes principes avec les autres professionnels. On voyait dans les questions, et peut-être on y reviendra, comment on fait quand l'équipe résiste?
peut-être en traitant les collègues ou l'équipe de la même manière qu'on traite les résidents. Moi, je sais que c'est une vision qui me tient extrêmement à cœur, cette universalité des principes. Alexandra, tu as eu des big ups de folie dans toute l'équipe. Et alors, je vois même un certain nombre de formateurs qui sont là et qui applaudissent avec moult validation de tout ce que tu as dit. Déjà, merci vraiment à tous de ces présentations et de ces interventions et de cette justesse aussi de montrer que et c'est pas une baguette magique. Par contre, c'est une vision qui est vraiment différente de l'humain, qu'il soit habitant, professionnel, famille, peu importe, c'est juste une vision différente. Maintenant, vous avez un nombre de questions absolument incroyables. Alors, il y a certaines questions qui ne sont pas complètement destinées à la thématique. Je vois par exemple, il y a eu quelque chose sur le domicile et autres. Si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à utiliser notre boîte mail pour qu'on puisse vous y répondre. Mais comme là, on a une demi-heure, je voudrais vraiment qu'on cible pour les intervenants les questions qui leur sont destinées. Je sais qu'il y a une première qui dit quels étaient vos arguments lorsque les soignants vous avançaient la notion de temps. Je pense que c'est une très bonne pour commencer cette question-là et elle a obtenu beaucoup de suffrages. Qui veut répondre? Qu'est-ce qu'on répond aux soignants quand ils nous disent c'est super, mais on n'a pas le temps? Alors, du coup, moi, pour ma part, ce que je leur répondais, c'est que à la fin de cette formation, ils ne se poseraient plus la question. Et pour le coup, c'est souvent ça. C'est-à-dire qu'on se pose beaucoup la question avant la formation, on se la pose beaucoup moins après, parce qu'on a tellement envie que le temps, on finit par le trouver et on finit par se rendre compte que tout ce qu'on met en place, finalement, nous fait gagner beaucoup de temps parce qu'on n'est plus dans la lutte, on gère beaucoup moins de troubles du comportement, on gère beaucoup moins d'opposition et donc du temps, on en gagne. Et puis Montessori, c'est tellement des petites choses au quotidien que voilà, que cette question du temps, vraiment, elle paraît complexe en début de formation, mais généralement, à la fin de la formation, j'ai jamais eu, non, mais c'est bien tout ça, mais t'es gentil, mais le temps, il va nous manquer. Est-ce que l'envie est là et que c'est tout. Une fois que l'envie est là, le temps, c'est plus un problème. Ok, d'autres personnes ont envie de répondre quelque chose sur la question du temps? C'est un classique. Hein. Oui, Alex? Une étape à la fois, du plus simple au plus compliqué, tout simplement. Et en fait, ça ne sert à rien de se dire, tiens, aujourd'hui, on a décidé de faire en sorte que tous les habitants soient accompagnés façon Montessori au moment de la toilette. Non, on structure, on se centre sur un habitant et à partir du moment où il y a un certain temps qui est gagné. Après, on passe à un autre, tout simplement. Et ça ne sert à rien de commencer à s'éparpiller, d'aller sur 36 000 projets. Une certaine structuration, on va du plus simple au plus compliqué, une étape à la fois. D'où l'importance des référents, des directions, des responsables et des cadres pour faciliter l'environnement pour le personnel. Tout simplement. Voilà. Ok, merci Alex. Julie, Grégory, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ces questions-là? Alors moi, j'ajouterais concrètement dans la pratique, on en perd plutôt du temps quand on n'utilise pas Montessori. Je prends l'exemple d'une résidente qui tous les soirs à 17h doit rentrer à la maison pour aller traire ses vaches. On en a passé du temps à essayer de la réconforter, à essayer de la remettre dans la réalité ou d'accompagner son émotion. On en a perdu des plumes à essayer de faire tout ça, alors qu'aujourd'hui, on a créé des livres de vie avec elle. Et puis, on sait qu'en amont, avant 17h, on lui propose son livre de vie où elle peut retracer le temps où elle s'occupait de ses vaches, où elle allait les traire, et puis ce comportement a disparu. Donc les outils, en fait, vont nous faciliter le travail au quotidien afin d'éviter qu'on soit tout le temps dans la répétition en essayant de recentrer les gens. Les outils le font beaucoup mieux que nous. Et pour nous, la notion de temps est compensée avec la notion de plaisir. Quand on arrive à donner quelque chose aux résidents, quand on a des sourires qui sont en face, je peux vous assurer que le soignant ne nous parle plus de temps, mais nous dit plutôt aujourd'hui, monsieur Untel ou madame Untel, on a eu pas mal de sourires, on a eu un échange qu'on n'avait pas depuis un bon moment. Et la notion de temps, en fait,
on n'en parle plus parce que ça diminue comme ça au fur et à mesure. En fait, cette notion de temps, elle vient plus par le soignant. Il ne va pas nous dire « j'ai pas le temps ». Ils vont venir nous dire bah, « là, on a mis quelque chose en place, ça a fonctionné ». Puis en plus, on a eu des sourires et puis je l'ai accompagné. Et on leur dit, des fois, on leur dit « mais du coup, vous êtes resté plus longtemps avec cette personne-là ». Et ils nous répondent « bah oui », mais ils ne se plaignent pas. C'est devenu normal. Donc, quand on arrive dans la normalité des actes qui sont faits tous les jours, bah, voilà, on a un peu gagné sur le temps quoi, et on n'en parle plus. Ok, merci à vous. Alors, il y a un certain nombre de questions, si vous êtes OK, elles ont eu beaucoup de votes, mais qui ne sont pas en lien direct avec les intervenants ici. Et donc, vraiment, on vous invite, s'il y a des questions qui sont passées, envoyez-les nous par mail. Voilà, moi, j'ai envie de reprendre une des questions qui a été posée sur, je la cite et je la préciserai peut-être un tout petit peu, au-delà de la formation Montessori, pensez-vous que des formations de suivi peuvent permettre de maintenir et soutenir le processus de changement de manière durable dans les établissements? Peut-être la question qu'il y a derrière ça, c'est comment on fait pour qu'on entre dans la normalité dont tu parlais, Grégory, pour que ça devienne durable et que ce ne soit pas juste un big up après la formation et que les choses reviennent à comme avant après. Pour nous, c'est la motivation régulière. Et comme tout établissement, on a du turnover. Et si on a du turnover, il faut obligatoirement continuer à former les gens. Donc, soit on arrive en interne à faire des petites formations quand il n'y a pas trop de personnes qui sont parties ailleurs. Sinon, il est toujours important d'avoir l'intervention de professionnels extérieurs qui vont amener une vision. En tant que directeur, ce n'est pas toujours évident à dire à une aide-soignante, il faut faire comme ça. Par contre, si Alexandra vient nous voir à la Bréole, qu'elle nous fait une formation, ça va permettre, son message va être beaucoup plus accepté facilement par les professionnels et derrière, on aura des retours qui seront vraiment bénéfiques. Ok. Les autres sur les formations de suivi ou comment on maintient, comment on transforme ça en une culture commune? Alors, c'est vrai que nous, on n'a pas fait de formation de suivi. Maintenant, moi, j'en ai animé et je trouve que pour le coup, ça avait du sens parce que ça permettait en plus de revoir un peu des fondamentaux et de valoriser les projets qui avaient été faits. Ce que, de ma pratique, en tout cas, j'ai pu observer au sein de l'EHPAD, c'est que la philosophie Montessori, c'est un super outil de management et c'est un super outil de valorisation du travail des équipes. Et du coup, je pense que vraiment les managers et les directeurs doivent pouvoir se saisir de cette méthode-là qui s'inscrit dans l'EHPAD et qui doit s'inscrire comme fil rouge dans un projet d'établissement pour pouvoir en permanence valoriser les équipes. Et mine de rien, cette valorisation-là, dans des métiers qui, avant le Covid, ont été quand même lourdement niés, voire critiqués, c'est quelque chose qui est important. Et j'ai des soignants qui, avant, ne s'autorisaient pas à s'asseoir pour préparer un peu les décos de Noël avec les résidents et qui maintenant le font. Donc, je pense qu'il faut valoriser. Et mine de rien, la valorisation, c'est quand même une clé, à la fois chez nos résidents, mais aussi chez les soignants. Ok. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose rapidement sur ces questions-là? Oui, alors, pardon, vas-y. Je t'en prie, vas-y. Vas-y seulement. Ah, ok. Et si on changeait les contrats de travail du personnel? Donc, pourquoi pas aller jusque-là, quoi. Il y a des institutions qui font ça, qui changent carrément les contrats de travail et qui sont en train de dire, voilà, vous êtes facilitateur, et ils rentrent là-dedans, ils les mettent en avant, ils leur font confiance. C'est aussi une question de lâcher prise de la part des responsables et des cadres. C'est une question de confiance et c'est une question de système. C'est du donnant-donnant. Et par rapport aux formations de suivi, c'est vrai que nous, on arrive après une formation continue, on arrive X jours après en formation de suivi, en suivi de pratique, on appelle ça. Et on redonne un peu de peps, mais en fait, à partir du moment où ils ont confiance, où il y a certains cadres institutionnels qui se mettent en place, parce que l'air de rien, le personnel, tout le monde, peu importe, tout le monde a besoin d'un certain cadre de fonctionnement pour se sentir agir en liberté. Et pour aller, oui, tout à fait. Et pour se sentir vraiment à l'aise. Et à partir de ce moment-là, ça va
avancer dans une certaine structuration et mise en place de la motivation et autres. Et puis, il n'y a pas de solution toute faite non plus. Parce que voilà, toute institution est différente et c'est ce qu'il faut garder aussi à l'esprit, c'est qu'on ne peut pas arriver, et ce n'est pas un modèle qui doit arriver comme ça, plic-ploc, tac, et instauré, non. Parce que voilà, vous pouvez mettre 3 maisons de repos tout à fait identiques l'une à côté de l'autre, vous aurez 3 dynamiques et 3 accompagnements Montessori totalement différents. Donc voilà, mais je veux dire, la confiance, la reconnaissance, la valorisation, et le changement de paradigme, tout à fait. Voilà. Et tu veux dire qu'il faut respecter le rythme de l'institution aussi? Là, il y a pas mal de choses, mais il y a une question du rythme de l'institution. On peut rentrer dans des débats, mais je n'ai pas beaucoup de temps, mais on peut rentrer dans les débats. On peut pas. Je suis désolé, Alex, je ne ferai plus de commentaires de ce genre. Mais on peut. Si tu veux, on s'appelle à un autre moment. Ça, sans problème. Julie, est-ce que tu veux ajouter aussi quelque chose sur ce point-là? J'ai voulu ajouter que pour moi, je trouve que les analyses de pratique, donc les suivis sont vraiment importants. Déjà parce qu'on voit Jérôme et c'est toujours un moment très sympathique. Et deuxièmement, ça nous permet, voilà. Deuxièmement, ça nous permet de nous retrouver autour d'une table. C'est des choses qui arrivent peu souvent, où c'est qu'on prend le temps de se retrouver et d'échanger autour de nouveaux projets, autour d'une situation difficile. Maintenant, c'est sûr qu'avec les années, on se rend compte que les compétences et les clés sont présentes au sein des collaborateurs et qu'on trouve assez facilement des pistes à essayer ensuite avec nos habitants à proposer. Mais il faut vraiment ce temps où on se pose. Et typiquement, dans notre institution, assez rapidement, on a créé des soirées Montessori. Donc, ces soirées sont faites hors cadre, donc on n'est pas rémunéré. C'était un choix des collaborateurs de ne pas être rémunérés. Ça se fait en soirée parce qu'au niveau organisation de chacun, c'est la période qui convenait le mieux. Et là, on décide de discuter d'une thématique, donc elle est cadrée à l'avance. On ne va pas dans tous les sens. On peut parler d'une situation problématique, d'un nouveau projet à mettre en place. Et ça se termine toujours de façon très sympathique autour d'un champagne et d'un petit apéritif dînatoire. Et c'est vraiment des moments qui sont précieux pour toute notre équipe et pour pas que ça s'essouffle parce qu'on a vite quand même tendance à retourner dans nos anciennes habitudes parfois pour certaines choses et on a besoin de ces petites piqûres de rappel qui peuvent se faire sous différentes formes. Voilà. Ok, merci à tous. Il y a tellement de questions. C'est très compliqué d'en choisir une. Si vous les regardez en même temps et que vous en avez une qui vous parle vraiment, allez-y. Parce qu'alors, là, c'est compliqué de présélectionner. Il y en a beaucoup qui posent des questions aussi sur… Grégory, tu as montré le ski, Julie t'en a montré d'autres, pareil pour Amélie. En fin de compte, est-ce que c'était des financements? Est-ce que ça vous a coûté cher? Comment vous avez mis ça en place? Le ski, 0 €. Les salariés ont pris leur voiture pour amener les résidents à la station de ski. Donc, on est à 15 km, 15 km, 20 km avec la station de ski. Donc, on n'est quand même pas très loin, on a cette chance-là aussi. Il y a une des salariés qui portait le projet, qui a été voir la station de ski et qui leur a dit vous allez participer avec nous à un beau projet. Et ils ont dit oui. Donc, en fait, ils ont offert les remontées mécaniques, ils ont offert la descente pour les skieurs. Et après, on a sollicité les familles, tout le monde a participé un peu pour… il y a un bonnet qu'on peut donner, il y a des gants qu'on peut donner, etc., etc. La seule chose sur laquelle, sur le voyage à Grasse, où on a dû… ce sont les frais, c'est la voiture de l'établissement. C'est l'essence, c'est un peu de péage. On est à 3h30 nous de Grasse, donc il y a un petit peu de route. Après, le logement, c'est pareil. C'est en fait une des salariées qui a sollicité une de ses connaissances en disant là, il va falloir que tu nous offres le logement, le gîte pour pouvoir faire notre beau projet. Et on présente les projets. En fait, elles font un plan d'action. Nous, on regarde, on essaye de les aider comme on peut. On met les choses en place. On est… Comme disait Julie, on est facilitateur du projet. Voilà, on regarde sur le plan d'action, on est tous en commun sur nos ordinateurs, c'est mis en place et chacun répond moi je peux faire ça, moi je peux faire ça.
Et en tant que directeur, moi, j'essaye d'aider sur des petites choses. Mais aujourd'hui, nos projets, je vais pas, on a peut-être de la chance, mais ça coûte rien en fait. Voilà, ça a été de l'énergie l'énergie des salariés. Oui, c'est pas grand-chose par rapport au projet, c'est vraiment pas grand-chose. Voilà, ça s'est monté en mobilisant tout le monde. Voilà, on a su mobiliser énormément de monde. Ok, d'autres veulent partager un ou deux exemples de manière de trouver des financements pour ce genre de projet, pour les projets qui ont été présentés et montés? Ou rien rajouter, vous me dites. Je dirais une chose sur les financements pour la formation, parce que je l'ai vu passer dans les questions, comment on fait pour financer, etc. Alors nous, là, en France, on a peut-être un peu plus de chance, mais il faut quand même savoir que sur la région PACA, tous les établissements pouvaient bénéficier de la formation Montessori juste en demandant à l'ARS. Nous, on a été porteurs de projets où on a présenté sur notre département de la manière dont on travaillait. L'année d'après, toutes les structures qui étaient intéressées ont pu bénéficier d'une aide financière pour pouvoir avoir cette formation. Donc, je pense qu'on peut aussi solliciter nos tutelles, les directions d'établissement, les IDEC, les porteurs de projets, les responsables de la méthode Montessori, enfin les référents. Il suffit des fois de monter un tout petit dossier, expliquer vers quoi on veut tendre et dire, voilà, là, cette année, on a besoin d'un petit financement parce qu'on veut tendre vers ça pour nos aînés et on a besoin de votre aide. Et le conseil départemental ou l'ARS nous accompagne quand même sur ces financements-là aussi. Merci Grégory sur l'info. Et il y avait une question aussi pour Mathieu que j'ai vu passer qui était comment diminuer, mais je ne la vois plus. Okay. Comment diminuer, c'est une question que j'adore, je pourrais passer 1 heure à en parler aussi, même si je ne suis pas médecin. Comment diminuer, je pense que Mathieu a déjà répondu, donc si tu veux ajouter un petit quelque chose, mais comment diminuer les contentions chimiques qui finalement empêchent la réalisation de certaines activités et qui sont d'ailleurs trop souvent prescrites par les médecins traitants? Alors moi, je dois vous avouer que j'ai la chance ici d'être à la fois médecin traitant et médecin coordonnateur de l'ensemble de mes résidents. Donc j'ai au final tout le contrôle en fait sur prescription, suivi, etc. Et c'est vrai qu'après, si on est en lien avec d'autres médecins généralistes, il faut essayer de leur faire comprendre que la contention chimique, et j'aime bien ce terme-là, parce qu'en fait, il veut tout dire. La contention chimique, c'est une volonté d'empêcher la personne. Et le but d'un traitement, c'est pas ça. Le but d'un traitement, c'est d'apaiser la personne pour qu'elle se sente mieux. C'est pouvoir lui arrêter ou lui diminuer ses hallucinations pour qu'elle puisse derrière faire des activités, etc. Donc en fait, il faut s'interroger en tant que médecin sur qu'est-ce que le patient, parce que moi je suis médecin, donc je le prends plus sur le côté patient, mais qu'est-ce que présente le patient? S'il a des hallucinations, il y a des traitements qui peuvent aider et qui vont être adaptés pour ça et qui vont lui permettre derrière de pouvoir amorcer vraiment une approche Montessori pleine et entière. C'est pour ça que dans mon intervention, je disais bien, la thérapeutique, il faut faire attention, mais elle est aussi complémentaire des fois dans certains cas de figure. Par contre, il faut faire attention à la systématisation de certains traitements que l'on voit. Et je me souviens quand j'ai fait mon rapport annuel d'activité médicale sur la résidence au bout d'1 an, j'avais réduit de 40% les psychotropes sur mon établissement. J'ai continué après la 2e année, je crois que j'étais à peu près entre 15 et 20% de réduction la 2e année. Et toujours dans une volonté non pas de se dire j'ai peur de l'arrêter, mais voyons s'il y a quelque chose qui émerge. Et là encore, il y a 1 semaine, j'ai arrêté un patient qui l'avait depuis des années et des années. J'ai arrêté un neuroleptique que tout le monde connaît qui est le Risperdal. Rien de plus pour l'instant. Et au contraire, on le trouve un peu plus présent, il peut faire plus de choses, etc. Donc, voilà, c'est trouver le bon équilibre. Alors, ce n'est pas toujours facile. Bien entendu, il faut que derrière les équipes, comme je le disais, soient attentives à l'évolution dans le temps et l'accompagnement de la personne. Mais pour moi, je n'utilise plus les neuroleptiques ou les psychotropes comme une contention chimique. Voilà.
ou alors en extrême urgence, hein, un cas très aigu où on peut vraiment rien faire. Voilà, on a eu un cas dans l'établissement, on a été vraiment mis en échec avec la méthode Montessori, même avec un accompagnement médicamenteux. Mais j'avais une perception à la fois de troubles cognitifs, mais aussi de troubles un peu autistiques par rapport à la personne. Donc, on n'arrivait pas à pénétrer dans son environnement et à l'atteindre, en fait, pour pouvoir lui proposer des choses. Et c'est la seule personne à qui vraiment on a essuyé un échec par rapport à cette méthode. Après, je ne sais pas si d'autres ont vécu la même chose que moi. Mais voilà, sur le côté thérapeutique, c'est ça. Ok, merci Mathieu. Alors, le temps file vraiment. Moi, je vais vous poser à tous et toutes une question. Ça risque d'être la dernière parce que je crains, moi je me régale à vous écouter, mais je crains quand même sur le timing et je vais en regrouper dans un sens deux. Il y a une personne qui a posé la question de dire, mais comment on fait finalement pour motiver notre direction de mettre en place cette méthode? Parce que quand on vous écoute, on entend des directeurs ou des responsables, des hiérarchies qui forcément portent le projet. Donc, vous avez parlé de comment motiver les équipes, elles trouvent du sens, etc. Mais à l'inverse, comment, en tant que professionnel, on pourrait convaincre notre direction de mettre ça en place et comment on convainc quand on est formé soi-même et qu'on a une hiérarchie qui est résistante à toutes ces approches? Est-ce que vous auriez des petites clés à donner aux personnes qui nous écoutent, qui aimeraient bien convaincre leur hiérarchie? Alors, moi, si j'avais dû convaincre ma hiérarchie, je pense que j'aurais envoyé le numéro de téléphone de ma hiérarchie à Véronique, qui aurait réussi sans nul doute à convaincre ma directrice, qui était pour le coup déjà convaincue à l'époque. Mais je pense qu'il faut une mise en relation, il faut pouvoir montrer des choses aussi parce que sur une vidéo, parfois les gens sont happés et se disent mais c'est quoi ce truc, il faut que l'on sache plus. Et puis d'avoir quelqu'un comme l'équipe d'AGED qui vous explique ce que c'est que la formation Montessori en quelques mots avec une passion que je n'ai, je pense, jamais vue ailleurs, je trouve que ça permet de convaincre n'importe qui. Et ensuite, alors il y a des phénomènes pour avoir formé pas mal des d'EHPAD Colisée, oui, je me dépêche. Il y a un truc par contre qui était sympa, c'est qu'on fait un plan d'action à la fin des formations et généralement, moi je demandais au directeur de venir au plan de formation et une fois qu'il voyait son équipe présenter le plan de formation, il était lui-même convaincu s'il ne l'était pas au début, parce que parfois il y a des formations qui sont imposées et les directeurs ne sont pas d'accord. Mais voilà, donc soit par les équipes, soit par l'équipe d'AGED. Les deux fonctionnent bien. Ok, les autres, vous avez envie de commenter aussi? Moi, je veux bien. Comment motiver sa direction? Je vais rebondir sur ce qu'Amélia disait, lui montrer que ça fonctionne. Et en même temps, c'est qui ma direction? Elle a besoin de quoi? C'est quoi son besoin, ma direction? Elle a besoin de, je ne sais pas moi, elle a besoin d'habitants, elle a besoin de publicité au sein du projet de vie, pour avoir quelque chose de plus percutant, encore plus en cette période Covid où on est dans du home bashing à gogo, en disant, vous voyez, il y a des méthodes, des approches qui fonctionnent, et il y a ça et ça. Et donc, c'est peut-être essayer de se mettre au même niveau, entendons-nous. Ma direction, c'est qui, c'est quoi ses besoins, et à partir de là, essayer de communiquer avec elle de cette façon-là, en disant, mais vous savez, il y a des chouettes méthodes qui fonctionnent bien et qui attirent du monde. Je pense que ça peut être une piste. Maintenant, il y en a plein d'autres, mais voilà. Grégory, tu voulais dire quelque chose? Alors pour moi, c'est facile, je suis le directeur, donc j'ai pas C'est besoin. lui qui nous a motivés. C'est moi qui ai motivé tout le monde. Donc c'est pas compliqué, mais maintenant, si je devrais le refaire, je pense que pour arriver à motiver sa direction, c'est expliquer que tout professionnel a envie de donner du sens à son travail. Et le jour où ils veulent vraiment parler à leur direction, c'est moi je veux bien travailler, il y a différentes choses à faire,
Mais si en plus on peut essayer de donner du sens, et comme dit Alexandra, il y a des méthodes et on peut être intéressé et on peut essayer d'ouvrir un petit peu la fenêtre de temps en temps et voir ce qui se passe. Voilà, dans d'autres structures, voir ce qu'on peut proposer et voir ce qui peut fonctionner ou ne pas fonctionner. Mais il faut surtout essayer de s'intéresser. Et je pense que ça, c'est ce qui, normalement, devrait motiver tous les directeurs qui ont envie de faire avancer pour le résident, quoi. Du sens à pour leurs soignants et que leurs résidents soient heureux et qu'il y ait des sourires. Après, c'est important. Ok, Julie, est-ce que tu veux ajouter un petit quelque chose? Pour ma part, ça a été très très facile, étant donné que j'avais des relations avec la direction, puisque ça a été ma maman et ensuite mon époux qui était directeur de l'établissement. Donc très simple, mais très clairement, je pense que d'expliquer en fait ce qui fonctionne, qu'il y ait des témoignages, qu'ils puissent peut-être voir, il y a des vidéos qui se font sur le sujet, qui sont courtes, de pouvoir participer à un webinaire pour justement écouter un petit peu ce qui se passe, qu'il y ait des témoignages, qui voient la plus-value qu'il y a. Et maintenant, c'est sûr, on parlait avant du turnover. Moi, ce que j'ai pu remarquer dans notre EMS, c'est que depuis qu'on utilise Montessori, il y a un turnover qui est vraiment beaucoup plus faible. Pourquoi? Parce qu'on implique nos collaborateurs, on n'a plus un management vertical, mais plutôt horizontal. Et puis que quand ils peuvent donner du sens au changement, tout est beaucoup plus simple. Maria Montessori disait, quand on m'impose, je m'oppose. Très clairement, essayer de convaincre sa direction qu'avec Montessori, on a aussi un management qui change et des équipes qui sont beaucoup plus heureuses. Ok. Merci. Moi, je vais ajouter un petit quelque chose et je remercie Florence d'avoir mis un petit mot que j'ai vu passer là-dessus. Ce que j'entends finalement dans ce que vous dites, il y a des mots clés qui reviennent. Il faut que ça ait du sens. Alors, il faut que ça ait du sens pour les équipes, mais du coup, pour convaincre la direction, il faut que ça ait du sens pour la direction aussi. Et vous avez tous et toutes souligné finalement l'importance de montrer, de rendre visible. Chez AGED, on propose depuis peu, mais c'est encore un peu en test, pour le moment en format Zoom parce que la période l'oblige, mais on le proposera en format présentiel aussi, des introductions à Montessori à destination du management, qui sont des formations de courte durée, et dire, vous avez entendu parler de vos équipes, vous tannent un peu avec Montessori, venez nous rencontrer, assister à une formation de présentation qui va dire qu'est-ce que c'est Montessori, qu'est-ce que ça implique pour votre établissement, qu'est-ce que ça génère, et puis vous décidez par vous-même. Donc voilà, pour les personnes qui posaient cette question-là, vous pouvez proposer à vos directions de nous contacter ou vous nous contactez et on organise ces formations aussi à destination du management. C'est terrifiant parce qu'il y a une quantité de questions. Alors, il y a des coucous, des petits mots aussi, et tout se mélange. Et hélas, on va devoir mettre un terme à ces échanges maintenant, même s'ils sont passionnants. Moi, je veux bien qu'on remette ça une autre fois et qu'on fasse un webinaire de 3 heures. Il y a plein de gens qui avaient l'air d'être partants. On est OK pour arrêter les questions là. Je pense qu'il va falloir. Je vois en plus des gens qui commencent à s'en aller. Alors, je vais juste faire une petite chose. Je voudrais, avant qu'on clôture ce webinaire, dire un infini merci à tous les 5 d'avoir pris du temps avec nous pour partager votre vécu, votre vision, vos expériences. Vous avez touché les gens. Je ne sais pas si vous regardez les commentaires défiler. Et vraiment, c'est essentiel qu'à un moment donné, ce ne soit pas que nous qui en parlions, mais également des gens qui le vivent au quotidien. Donc, merci pour vos commentaires. Véro, je ne sais pas si tu veux rajouter un petit mot là-dessus. Puis Oui, infiniment, parce que c'est vrai, quand on amène ces réflexions-là, et comme tu l'as dit très justement, Grégory, il y a des moments où il y a des gens qui me regardent et ils me disent, mais ils sont adorables ceux-là, mais ils rêvent, quoi. Donc, d'avoir des personnes de terrain qui viennent expliquer et comme vous l'avez tous dit sur le management, combien c'est important aussi d'amener ce changement et cette impulsion par vous. Donc, merci à vous 5. Quand je vois les messages, je vais me permettre une question à vous tous. Est-ce que, parce que je sais que demain, je vais avoir plein de messages sur les boîtes mail, est-ce que vous m'autorisez à transmettre vos coordonnées mail ou alors je peux aussi vous renvoyer les messages, mais là, il y a des tas de questions qui sont aussi très précises sur vos mises en place. Grégory sur le théâtre, j'ai vu des questions. Amélie sur la boutique. Julie, ton pesto, il a attiré plein de monde. Alexandra, il y a des choses qui viennent. Donc,
voilà, alors pour les participants, en disant aussi attention, les réponses ne sont pas du tac au tac, donc c'est pas parce que vous envoyez un message qu'on a une réponse immédiate, parce que chacun a ses activités aussi. Mais voilà, de me permettre de donner vos coordonnées, parce qu'il y a nombre de questions qui vous sont destinées. Donc, il y a habituellement un mail qui est envoyé le lendemain du webinaire à tous les participants. Est-ce que vous êtes OK pour qu'on envoie vos coordonnées mail de vous ou de vos institutions à tous les participants? Comme ça, s'ils ont des questions spécifiques, ils peuvent vous les poser directement. Est-ce que c'est bon pour vous tous les 4? Pas de souci pour nous. Oui, c'est bon. C'est bon, ouais. Merci beaucoup. C'est un joli Pas, souci. pas de souci. Et je vois que j'ai des alertes depuis tout à l'heure sur LinkedIn. Donc, voilà, je voyais mon téléphone clignoter depuis tout à l'heure. Je me disais, quoi ce truc? Et donc, du coup, voilà, tous ceux qui m'ont contacté sur LinkedIn, il n'y a pas de souci, je vais répondre avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à me contacter par là. Je suis souvent greffée à mon téléphone, malheureusement. Vraiment, vraiment, merci beaucoup. Et puis, on va amener les derniers slides parce que là, on a déjà dépassé un petit peu et je sais que vous avez tous aussi vos soirées et du temps avec vos familles. Okay. Des petites choses à vous partager encore. Alors, pour ceux qui étaient aux autres webinaires, c'est comme d'habitude, j'ai envie de dire. Voilà, simplement vous rappeler que pour les personnes qui veulent aller plus loin, il y a des livres aujourd'hui autour de la méthode Montessori qui sont publiés en français par nos équipes, par Cameron Camp lui-même, qu'on a depuis exactement maintenant pour le grand public, ou non, dans 40 minutes. Non, il est disponible maintenant. Un module de formation en ligne, un module e-learning. Et il y avait une question tout à l'heure qui était posée, et donc je vais profiter de ça pour en dire un petit mot. Il y a quelqu'un qui m'a demandé directement à moi par quel type de formation on doit commencer pour mettre en place dans son établissement. Est-ce que c'est par la formation en ligne? J'ai envie de vous dire non. La formation en ligne, elle est vraiment destinée pour un chemin personnel, approfondir, commencer à acquérir les bases soi-même individuellement. On va pouvoir faire des choses avec des résidents, on va pouvoir accompagner des projets, mais il n'y a que la formation collective, et je pense que c'est ressorti très clairement là ce soir, qui permet de faire bouger une structure. On se forme en équipe, on partage ses moments de formation, ses visions, ses valeurs, et c'est ça qui fera avancer. Mais la formation en ligne pour un chemin personnel ou pour compléter les formations sur le terrain, elle est disponible dès maintenant. Vous avez le lien qui est là et il vous sera renvoyé dans le mail demain également. OK, d'autres petites choses à vous dire encore. Véro, je vais te laisser la parole pour en parler parce qu'on est content. Alors, on est content et on est triste en même temps. Je vois dans les messages aussi qu'il n'y a pas que nous. Parce que ça s'arrête et que nous, on n'a pas envie que ça s'arrête, ces webinaires. Alors, ils vont s'arrêter, mais on a plein de réflexions qui bouillonnent là actuellement pour la suite. Véro, je te laisse la parole. Avec bonheur. Vous nous avez dit que vous avez aimé faire ça et que pour beaucoup dans les messages, vous étiez heureux de nous retrouver. Et nous aussi, on a adoré faire ça. Et on s'est posé donc beaucoup de questions de pouvoir les proposer pour des temps d'échange parce que parfois, organiser des conférences et autres, c'est un peu complexe, alors que ce système de visio est quand même intéressant. Et puis, il y a un homme qui est particulier et qu'on n'a pas vu depuis un an, donc c'est un peu difficile. Donc, on a décidé de lancer à partir de 2021 des webinaires. On va vous demander, si vous le voulez bien, aussi de nous proposer des thématiques que vous voudriez aborder. Alors nous, on en a plein en tête, on a parlé du domicile, aller jusqu'au bout de la vie, les troubles du comportement, la récupération espacée, donc plein de sujets. Alors là, hélas, et avec ma casquette de chef d'entreprise, il y a un moment où je ne peux pas tout faire gratuit, donc à partir de 2021, on va en proposer. On va essayer de le mettre à des prix suffisamment modiques pour que tout le monde puisse y avoir accès, mais on va vous en proposer plusieurs. Et puis, bien évidemment, on va démarrer cette série en janvier avec Cameron comme participant animateur à notre formation. Avec un axe un peu particulier, c'est tout ce que Julie, Amélie, Grégory, Alex, Sandra vous ont proposé et présenté aujourd'hui. Ça amène aussi à un moment une autre réflexion. C'est que
au moment où vous laissez la liberté et que vous permettez des comités d'habitants et autres, il y a autre chose qui va arriver, c'est potentiellement des habitants qui ne sont pas d'accord, des désaccords qui se mettent en place, parfois des challenges à gérer entre eux. Et donc, Cameron et Linda ont écrit un livre qui est Apprendre l'empathie et la résolution de conflits avec des personnes porteuses de troubles cognitifs. Et donc, ça sera la thématique de notre premier webinaire de 2021. Les informations, si je ne dis pas de bêtises, Jérôme, ça sera le 17. Jeudi prochain. Jeudi prochain, on va mettre l'information. Vous aurez toutes les informations à propos de ce webinaire-là qui sera donc animé avec Cameron. Et puis donc, si vous avez, vous, des thématiques que vous voudriez voir abordées, surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des messages et nous, on va vous les proposer. J'ai vu des gens qui disent 1 fois par mois, ça serait pas mal. Alors, on gardera, je pense, ce mot jeudi Montessori parce que on y est attaché. Et donc, voilà, on vous proposera, alors avec d'autres intervenants, des témoignages. Si Julie, Amélie, Grégory et Mathieu, Alexandra, vous voulez faire partie de l'aventure de temps en temps, de venir avec nous pour partager vos exemples, ça sera vraiment avec bonheur. Et puis ben voilà, je ne sais pas trop comment terminer parce que je n'ai pas envie d'après d'éteindre l'écran. Mais ça a été ce moment de webinaire-là a été magique avec vos témoignages qui étaient précis, qui étaient justes. Et je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Et puis les 3 autres aussi. Et voilà, je me sens un peu orpheline en cette fin de webinaire. Des petites choses encore avant qu'on clôture, parce qu'on s'est dit qu'on allait faire durer le plaisir le plus longtemps possible. Ceux qui doivent y aller, vous partez, vous ne dérangez pas. Vous partez sur la pointe des pieds discrètement sans déranger la salle. Mais les autres, si vous avez envie de rester encore un peu. Voilà. Premièrement, parce qu'on a été harcelé de messages et on vous les promet depuis un mois maintenant, en fait, oui, depuis un mois tout pile. C'est officiel. Les replays des 4 webinaires, les 3 précédents et celui d'aujourd'hui seront disponibles à partir de mardi prochain. Vous serez informés par mail, mais sur nos Facebook, vous le verrez passer aussi, sur nos LinkedIn, etc. etc. Ils seront accessibles via YouTube ou directement sur notre site Internet. Vous aurez toutes les informations et ils seront disponibles gratuitement. N'hésitez pas à distribuer autour de vous et à vos directions pour les convaincre si elles ont envie d'une première petite introduction. Je vous rappelle aussi pour ceux qui sont au Québec ou en Belgique, si vous voulez des formations, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez que vos directeurs se renseignent un petit peu plus, vous avez les contacts de nos partenaires. Il y a Senior Montessori qui était brillamment représenté par Alexandra ce soir. Vous avez leur site Internet, leur Facebook qui est très vivant aussi, et puis l'adresse mail pour prendre contact. Et vous avez le site de nos camarades au Québec. Avant de vous dire au revoir, on réfléchissait à Véro en se disant qu'on avait envie de terminer d'une manière un peu OK. Donc, si vous êtes OK, je voudrais vous garder encore 5 bonnes minutes pour partager avec vous quelque chose qui nous semblait cohérent avec tout ce qu'on a partagé pendant ces 4 webinaires et qui nous permettait en plus de faire un petit hommage à Cameron. Véro l'a dit, Cameron, ça fait 1 an qu'il n'est pas venu. On a l'habitude tous les deux de voyager énormément avec lui. Normalement, exactement à ce moment-ci, il arrive en France au mois de décembre et on part pour la tournée, la big tournée chaque année en décembre. Et donc, on voulait faire un petit hommage. Donc voilà, j'ai envie de partager une petite histoire et une petite vidéo avec vous. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Si je vous garde 5 minutes encore? Ouais. Allez. Il y a quelques années de ça, on a travaillé beaucoup avec un établissement à Avignon. La directrice de cet établissement à l'époque est présente là. Coucou Florence. C'est un établissement qui a été un des tout premiers en France, si pas le premier en France, à vraiment aller très loin avec Montessori. Nous, on balbutiait encore et tout. Et puis, cet établissement, il avait fait tellement de belles choses et tout qu'on a voulu lui rendre visite avec Cameron Camp. Ils avaient notamment réalisé eux aussi une pièce de théâtre qui a été jouée par les habitants. On s'est rendu, Véronique, Cameron et moi, dans l'établissement. On a assisté à une vidéo de la représentation de théâtre.
On a débattu avec les habitants. C'était extrêmement touchant. Je pourrais en raconter 1000 moments très forts. Et puis, on a terminé ces échanges par un apéro dînatoire dans le jardin de l'établissement, dans la cour intérieure. Et je dois vous avouer que cet apéro dînatoire n'a pas tout à fait ressemblé à ce à quoi ressemblent d'habitude des apéros dans les EHPAD. Et puis, je voulais vraiment vous partager un petit peu. Alors, attendez, hein, je coupe le partage ici. Ce que ça a donné, il faut m'accorder une seconde parce que je dois aller rechercher la vidéo. J'ai oublié de le faire en avance. OK. On est sorti dans la cour. Il y avait des choses à grignoter, il y avait des choses à boire. Il y avait beaucoup de vin, notamment. Il y avait des familles, il y avait des résidents, il y avait la direction, il y avait nous, il y avait des soignants. Il y avait juste une communauté. Parce que le fond, c'est ça. On l'a entendu beaucoup dans la bouche des habitants de Villeneuve-les-Maglones la semaine dernière. Finalement, l'essence de tout ça, c'est réapprendre à être ensemble, à vivre entre humains, comme des humains, et à partager des jours heureux, si je peux le dire comme ça. On a chanté jusque très très tard. Cameron est un sacré chanteur. Quand je dis très très tard, il y en a qui sont rentrés, il y a des habitants qui sont allés se coucher très très tard, et puis parmi nous aussi. Moi, j'ai dû aller me coucher vers 2-3 heures du matin, quelque chose dans cet ordre-là. Et j'avais juste envie de vous montrer à quoi ça ressemblait une communauté et une belle soirée en EHPAD. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Je vais y arriver. Je suis un peu ému. Voilà. Alors, Cameron et l'équipe de l'EHPAD Saint-Roch à Avignon. Je ne peux pas m'empêcher de faire un petit coucou à Philippe. Philippe est le comptable de l'établissement. Et quand vous avez un comptable d'un établissement qui chante Happy Days, généralement, c'est bon signe. Voilà, j'ai envie de conclure cette vidéo en vous disant tout simplement et pourquoi pas. Pourquoi pas? Et si on changeait tout? Un tout grand merci à tous ceux qui nous ont suivis. Un tout grand merci à nos conférenciers du jour. Et j'espère à très, très bientôt. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup, Amélie. Merci beaucoup, Grégory et Mathieu. Merci beaucoup, Alexandra. Et oui, c'est bon de voir tout ce qui peut se passer. Et puis, merci à tous les participants qui sont restés déjà un peu plus tard. Merci de nous avoir suivis sur ces temps. Et puis, prenez soin de vous. Et puis, surtout, au plaisir de vous retrouver. J'ai une mission. Merci. Alors, je voudrais, on a coutume de faire ça en intelligence collective, etc., et dans nos réunions habituellement. Peut-être terminer par un petit tour très vite de clôture de nos conférenciers. Est-ce que vous avez envie de dire un petit mot avant que j'ai l'horrible mission d'appuyer sur le bouton rouge qui coupera la réunion? Parce que c'est toi qui vas raccrocher. Un très grand merci à vous, à tous les deux, voilà, d'avoir permis à Mathieu et moi de participer à ce webinaire. C'était super. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté et tout ce que vous continuez à nous apporter sur la méthode Montessori. Je veux remercier aussi Julie, Amélie et Alexandra. C'était vraiment top de partager ce webinaire avec vous. Et j'espère qu'on continuera encore de belles choses et qu'on aura l'occasion de se retrouver prochainement. Mais voilà. Un grand merci de nous avoir fait participer, de montrer qu'on peut faire de belles choses, quoi. Super, merci. Merci, Grégory. Merci, Grégory. Alors du coup, moi, je vais aussi tous vous remercier. C'était un super moment. Je remercie toutes les personnes qui m'écrivent des messages et avec qui je vais prendre beaucoup de plaisir
à correspondre. Et puis, quand même, juste un petit mot à Véronique et Jérôme qui sont venus avec Cameron Camp l'année dernière et qui n'ont pas voulu rester passer la soirée avec nous. Je relève que dans certains établissements, ça se fait. Donc, la prochaine fois, je vous enferme, je vous bâillonne. N'oublie pas que Annie t'attend, Jérôme. Donc, prochaine fois, tu y as le droit. Alex, Julie, vous voulez dire un petit quelque chose? Oui, merci beaucoup pour les personnes que vous êtes, pour tout ce que vous mettez en place, que ça soit par la formation, que ça soit dans vos institutions. Merci pour toutes les petites graines que vous semez et qui prennent parfois racine. Et ça a été un réel plaisir de participer à ce webinaire. Merci beaucoup pour l'invitation et à très vite. Oui, j'arrive. Merci Véro et Jérôme de m'avoir fait grandir parce que c'était une première pour moi, j'avais jamais fait ça, donc j'ai grandi un petit peu, merci. Merci à vous tous, j'ai envie d'aller faire un tour en Suisse, etc. aussi. Jérôme, tu veux bien m'embarquer dans ta valise? Donc ça me ferait plaisir de vous voir en vrai, de vrai. Merci beaucoup pour ce moment très riche et qui me permet de voir que, l'air de rien, il y a une fameuse communauté là derrière et ça fait un bien fou de ne pas se sentir seul, seul, je m'entends. Hein. Donc voilà, je mets les guillemets, ça fait du bien de voir qu'il y a pas mal de fédés, tout compris. Et voilà, ça fait du bien et week-end, hein, yes, week-end. Voilà, je vous fais des gros bisous en tout cas. Merci. Merci, Alex.